Merci, professeur Bell. À mon tour, je tiens à remercier le comité d'organisation pour l'invitation, principalement professeur Belkhadir, professeur Charibi ici présent, et surtout pour le choix de thème. Comme vous le voyez, on l'a vu tout à l'heure avec nos prédécesseurs, thématiques très intéressantes qui sont le diabète et la mastite. Personnellement, j'étais vraiment attiré par le titre. Je vous félicite et vous remercie pour le choix de ce titre, à la fois scientifique et philosophique, comme vous avez la voir, et c'est de répondre à la question la mastite, le diabète, la poule ou l'œuf. En fait, vous connaissez tous le paradoxe de qui est apparu en premier, lequel est apparu en premier. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Certains parmi vous diront plutôt c'est l'œuf, les autres diront que c'est la poule. C'est la question que je me suis posée pour répondre à la question qui va apparaître en premier en fait. Est-ce que c'est la mastite ou le diabète? Donc revenons à notre poule. Donc on va essayer de répondre au fur et à mesure qu'on avance dans les diapositives à travers les données de la littérature. Ça a été bien détaillé tout à l'heure par ma collègue. L'anafld, qui est le terme ancien, qui est un terme d'exclusion en fait, il est défini comme une accumulation de la graisse dans le foie lorsque ça dépasse 5%. Et vous avez deux cas de figure. Soit une stéatose pure, il n'y a que de la graisse dans le foie, c'est 80% des malades, ou un état inflammatoire. Et ce sont ces patients qu'on doit dépister. Comme vous allez voir, cet état inflammatoire dans le foie, vous avez de l'inflammation et de l'infiltrat tissulaire avec de la stéatose, qui est raisonnablement, comme vous le voyez, repose sur la biopsie hépatique. On va se poser les questions, est-ce qu'on va faire la biopsie hépatique pour tout le monde? La réponse est bien évidemment non. On ne peut pas faire des biopsies hépatiques pour tout patient à risque de développer une stéatose hépatique. Par contre, il faut savoir les dépister par les données cliniques et les scores non invasifs que nous allons présenter. Le problème de ces patients, c'est qu'il y a un risque évolutif ce sont ces patients qui vont fibroser de 20%, qui vont avoir de la fibrose, qui va s'aggraver dans le temps, ça va donner de la cirrhose, et vous savez très bien les complications de la cirrhose, de la prise en charge, toutes les complications possibles de l'hypertension portale et surtout l'apparition du cancer, du carcinome hépatocellulaire. Et la particularité de la stéatopathie métabolique, quel que soit le terme qu'on utilise, c'est qu'on peut avoir directement l'apparition du cancer sans passer par la cirrhose, à partir du moment où vous avez une infiltration et de l'inflammation dans le foie. Donc c'est un diagnostic, il était un diagnostic d'exclusion. Il faut penser aux stéatoses secondaires, les éliminer. Donc ça suppose un bilan à réaliser initialement, une connaissance de la maladie. Notamment, il faut éliminer la consommation d'alcool, les hépatopathies métaboliques et virales qui sont fréquentes dans notre pays. Et bien sûr, penser à l'origine médicamenteuse. Il y a des médicaments stéatogènes. La maladie cœliaque, surtout si les patients maigres. Un patient qui n'est pas en surpoids peut avoir soit des anomalies de métabolisme lipidique, il faut y penser, soit une maladie cœliaque. Le terme a changé actuellement, on parle plus de mastite que de nafld pour éviter l'exclusion des autres patients. Et maintenant, c'est très simple, pensez à la mastite à partir du moment où vous avez une stéatose hépatique avec un facteur de risque, soit un surpoids, une obésité, ou un diabète type 2 qui est le sujet d'aujourd'hui, ou un facteur cardiométabolique, n'importe lequel, un seul facteur. Avec la stéatose hépatique, on est dans la mastite. Et bien évidemment, et comme vous le savez très bien, il s'agit d'une pathologie. Je ne parlerai pas de l'épidémiologie du diabète que vous connaissez par cœur, mieux que moi, dans le monde. Je parlerai essentiellement de l'épidémiologie de la nafld, qui est ma spécialité, et la relation entre la nafld ou la mastite et le diabète. Regardez la fréquence au niveau mondial, c'est de 25%. Si on part de masse, c'est encore plus, c'est à 35-40%. Tout simplement parce qu'il fallait exclure des patients. Ça fait un quart de la population mondiale. Donc il y a du travail à faire pour dépister et prendre en charge ces patients. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce qu'on va dépister tout le monde? Et lorsqu'on regarde la répartition, c'est en fonction des pays.
c'est de 30%, plus de 30% au niveau du Moyen-Orient et 13% en Afrique. C'est probablement en rapport, comme ça a été dit tout à l'heure, avec l'obésité. Donc la prise en charge, probablement, c'est plutôt prise en charge des patients obèses pour prévenir ces maladies métaboliques. Elle est plus fréquente chez l'homme que la femme, et plus on avance dans l'âge, plus il y a un risque d'avoir une stéatopathie métabolique. Mieux encore, lorsque vous avez des facteurs de risque, la fréquence est encore plus élevée. Et regardez, en cas de syndrome métabolique, c'est de 50%, 55% diabète type 2, et presque tous les patients obèses ont une stéatopathie métabolique, une stéatose hépatique. Et ça a été confirmé par une méta-analyse très intéressante, très récente, dans un journal indexé où la répartition, là on va parler de la prévalence de la NASH ou de la NAFLD chez le patient diabétique. Et le risque est de 55% lorsque vous êtes diabétique. Pire encore, ce sont ces patients qui ont le plus d'inflammation dans le foie, c'est la NASH, c'est de 37%, et qui fibrosent, ils ont une fibrose très avancée chez presque 17% des patients. Et ça a été confirmé par une méta-analyse très très récente, et regardez le nombre de patients inclus. C'est de 22 millions, avec un suivi sur 10 ans. Et ça a été confirmé. Un diabétique a un grand risque, non pas uniquement d'avoir une stéatohépatie métabolique, mais le risque est multiplié par 2 pour faire des complications hépatiques, notamment la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Maintenant, est-ce qu'un patient qui a une NAFLD peut faire un diabète? Et quel est le risque? Il y a plusieurs publications dans ce sens. Je vais présenter uniquement celle-ci. C'est une méta-analyse qui a regroupé plus de 500 000 patients qui n'avaient pas de diabète initialement, qui ont été suivis dans le temps pendant plus de 5 ans à peu près. On a vu l'incidence de diabète en cas de suivi d'un patient qui a une stéatopathie métabolique. Et regardez le risque après 5 ans, il est multiplié par 2 si vous avez uniquement de la graisse dans le foie pour faire un diabète. Ce risque est multiplié par 3 lorsque la NASH ou la NAFLD est sévère. Tout simplement, pourquoi? En fait, ces 2 pathologies partagent la même physiopathologie. Certainement, comme vous le savez très bien, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir, notamment le mode de vie, essentiellement, la sédentarité, l'inactivité physique, l'environnement, l'alimentation, et bien évidemment, le microbiote, et je laisserai les soins pour le professeur Rabih d'en parler tout à l'heure, qui vont être responsables de l'accumulation de la graisse dans le foie. Et comme vous savez, la graisse dans l'organisme, et comme vous le savez, la graisse viscérale est un véritable organe qui va entraîner une inflammation, qui va aggraver l'insulinorésistance, et puis un état inflammatoire avec un déséquilibre entre la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, anti-inflammatoires, ce qui va aggraver encore à la fois l'insulinorésistance périphérique et hépatique, avec un afflux initialement de la graisse dans le foie, avec un état de glucotoxicité, de lipotoxicité qui va encore aggraver l'insulinorésistance. En fait, c'est un cercle vicieux, et c'est probablement, et comme vous le savez mieux que moi, le diabète est toujours précédé par un état d'insulinorésistance. C'est la NAFLD qui apparaît en premier, ce qui va encore aggraver le dysfonctionnement des cellules bêta pancréatiques avec l'épuisement de la sécrétion d'insuline et puis l'apparition de diabète. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir qui est apparu en premier. Est-ce que c'est le diabète ou la NAFLD? Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il existe une relation bidirectionnelle entre les deux, dans les deux sens. Et que la NAFLD augmente le risque de diabète de 2 à 3 fois en fonction de l'état inflammatoire, et que le diabète est un facteur de risque très important, indépendamment des autres facteurs métaboliques de stéatohépatite, de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. D'où l'intérêt d'une prise en charge précoce. Et c'est l'intérêt de notre réunion aujourd'hui, c'est d'être sensibilisé sur le risque de ces 2 pathologies et de savoir et que l'endocrinologue doit dépister la NAFLD
chez les patients à risque. Et nous, en tant qu'hépatologue, on doit forcément dépister le diabète et le gérer, et bien sûr les autres facteurs cardio-métaboliques qui seront développés par ces patients. Donc, chez les patients qui ont un risque, quel qu'il soit, il faut dépister la NAFLD, prévenir les complications cardio-métaboliques, mais le plus important, à votre stade, c'est de stratifier les patients. Lequel parmi mon patient qui a une stéatose hépatique peut rapidement évoluer vers la cirrhose et complications. Et on a des outils très simples, non invasifs, comme vous le savez très bien, c'est des scores biologiques qui sont basés, le FIB4 qui est basé uniquement sur l'âge, les transaminases, les plaquettes. Vous pouvez le calculer facilement directement sur le net. Vous avez le résultat. Il faut retenir le 1,3 pour vous. Donc, s'il est inférieur avec 1,3, il n'y a pas de fibrose, et par conséquent, il n'y a pas d'inflammation de foie, et vous pouvez gérer vous-même le patient. Mais si vous avez des chiffres plus élevés, il faut l'envoyer à l'hépatologue pour continuer les investigations. Et bien évidemment, pour prendre en charge les complications. En plus, ce sont des pathologies qui partagent la même prise en charge. C'est le changement de comportement, de mode de vie, que ce soit l'alimentation saine, l'activité physique, éviter le tabac, l'alcool et probablement consommer du café, qui est hépatoprotecteur, comme vous le savez très bien. En plus, on a vu tout à l'heure l'intérêt des médicaments dans la prise en charge. Et comme vous le savez très bien, aucun médicament n'avait l'AMM jusqu'en 2024 dans la prise en charge de la NASH ou de la NAFLD. Mais c'était essentiellement la prise en charge des comorbidités, notamment le diabète et l'obésité, qui sont les vrais facteurs de risque de complications hépatiques. Et on utilise finalement, il y en a besoin de l'endocrinologue. La prise en charge serait multidisciplinaire parce que ce sont ces médicaments qui ont été cités tout à l'heure, qui ont montré leur efficacité dans la réduction pondérale et par conséquent, réduction de l'état inflammatoire dans l'organisme et dans le foie. Heureusement, on a un seul médicament qui a aujourd'hui, depuis 2024, l'AMM dans la prise en charge de la MASH ou de la NAFLD. Et bien évidemment, c'est le patient non cirrhotique qui fibrose, qui est la resmetirom. Alors, voilà mes messages à retenir. Il s'agit de pathologies de plus en plus fréquentes, dont la relation est bidirectionnelle, comme on l'a dit, ils partagent les mêmes comorbidités, la même physiopathologie, les mêmes facteurs qui prédisposent à ces deux maladies. Il faut retenir que la NAFLD augmente le risque d'apparition de diabète par 2 à 3 en fonction de la sévérité. Le diabète est un facteur de risque non pas uniquement de la stéatose, mais malheureusement de complications hépatiques, notamment de fibrose sévère et du carcinome hépatocellulaire. Donc on a du travail à faire ensemble pour dépister les patients à risque. Et j'insiste là encore sur le dépistage, que ce soit du diabète par les pathologues, pour une prise en charge correcte, prévenir les complications, et de la stéatose par les endocrinologues en cas de diabète type 2. Et bien évidemment, j'insiste qu'il est extrêmement important de sensibiliser les médecins, les différents intervenants en fait dans la prise en charge de ces deux pathologies, que ce soit les médecins généralistes, les spécialistes, les directeurs politiques de santé au risque de ces deux maladies, car un diagnostic et une prise en charge précoce seront le seul moyen de lutter contre l'épidémie de la MASH et du diabète. Je vous remercie.